Bonjour à tous, c'est l'Instant T, votre rendez-vous quotidien avec l'actu. Au programme aujourd'hui, la filière du bois, la loi littorale, une femme sur la Transat Jacques Vabre et des piranhas à Brest. Et puis attention, frisson garanti avec la web-série Mystique de notre invité, Xavier Hamler. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le réalisateur de Ce qui n'existe pas, une série diffusée sur Internet. On y suit deux jeunes femmes en quête de sorciers et de druides. La première saison tournée dans le Berry a eu un beau succès. Vous attaquez le tournage de la seconde saison ce week-end dans les Monts d'Arrée. On en parle ensemble tout à l'heure. Le vendredi, vous retrouvez aussi, bien sûr, la brève de trottoir de Steven Leroy et la chronique L'Instant Môme destinée aux parents, comme son nom ne l'indique pas. Aline Baudry. Débarrasser des enfants, non, pas du tout. Bonsoir, Non, Aline. bonsoir. Alors, ce week-end, il y a plein de choses à faire. Et puis surtout, on va préparer un peu les vacances parce que ça approche à grands pas. Déjà, ça revient tout le temps. On y revient en fin d'émission. Mais tout de suite, on fait un point sur l'actualité de ce vendredi 9 octobre. Si la mer caractérise souvent le Finistère, les forêts y tiennent aussi une place importante. Aux Assises de la forêt et du bois, ce vendredi à Carré, les professionnels ont pu échanger sur l'exploitation du bois breton. On fait le point sur la filière avec Camille Pochet. La forêt bretonne va bientôt connaître une seconde jeunesse. Pour pouvoir continuer à l'exploiter, il va falloir replanter des arbres. C'est justement l'objet d'un nouveau plan d'aide de 10 millions d'euros financé par l'Union européenne, l'État et la région Bretagne. On a besoin de reboiser parce qu'aujourd'hui, on récolte des bois qui ont été plantés dans l'après-guerre avec un fonds qui s'appelait le Fonds forestier national. Et depuis 15 ans, il n'y a aucune plantation qui n'est poursuivie. Et du coup, on risque d'avoir un trou de production. En Bretagne, la filière bois représente plus de 20 000 emplois, avec beaucoup d'emplois donc dans l'exploitation des forêts, mais surtout au niveau de la construction. Construction bois est un secteur qui est assez important en Bretagne. Il y a une maison sur 12 qui est construite en bois en Bretagne. Le plan Braise Forêt Bois, présenté ce vendredi aux Assises de la forêt et du bois en Bretagne, prévoit de replanter 4000 hectares de bois en 5 ans. Ça ne sera pas suffisant pour renouveler la ressource. L'objectif, mettre en place une dynamique et surtout préserver les emplois. Nous ne pouvons pas investir si nous ne sommes pas sûrs d'avoir la matière première qui rentrera dans nos usines. Donc pour nous, on espère que ça va suffire. Et on espère surtout que ça va permettre de rééquilibrer le type de bois planté. Nous, je vous ai dit, on utilise du résineux principalement. Or, la forêt, en Bretagne, c'est surtout du feuillu. Nous, ce qu'on espère, c'est que ça va permettre de développer les plantations de résineux qui sont utilisables en économie en Bretagne. Planter des arbres aujourd'hui permettra surtout de garder l'ensemble de la filière d'exploitation sur le territoire breton. On a tout intérêt à faire le bois nous-mêmes, à créer nous-mêmes notre ressource pour que l'emploi reste en Bretagne et que la transformation reste en Bretagne. Les renouvelables sont incontournables. Le renouvelable, c'est quoi? C'est le bois énergie, notamment les pellets. C'est également le bois matériau. Si on le produit pas nous-mêmes, en Bretagne, d'autres nous le fourniront. Mais on prend les emplois à la clé. Pour constater l'efficacité de ce plan Braise Forêt Bois, il faudra attendre quelques dizaines d'années que les arbres poussent. En 2016, la loi littorale fêtera ses 30 ans. Pour Dominique Cap, le président des maires du Finistère, le texte mérite un dépoussiérage. Il aimerait que la loi soit assouplie pour permettre le développement économique des communes littorales. Des communes d'ailleurs réunies ce vendredi pour une rencontre régionale à Plougastel. Explication avec Christophe Boucher. Prévu pour septembre 2015, le projet de nouvelle circulaire relatif à l'application de la loi littorale se fait attendre. Un texte attendu notamment par Dominique Cap, coprésident de la toute nouvelle commission littorale au sein de l'Association nationale des maires de France. Le maire de Plougastel-Daoulas ne remet pas en cause les principes mêmes de la loi, mais souhaiterait un assouplissement dans la mise en application de la loi qui date de 1986. Demain, on souhaite qu'il y ait une distance qui soit fixée. Bande des 100 mètres, la co-visibilité, les espaces proches, on peut discuter là-dessus. Mais que sur le rétro-littoral, on puisse laisser les élus travailler sur leur commune et avoir des possibilités de développement. Donc, une limite fixée avec des règles applicables de façon très stricte et l'arrière-pays dans lequel les communes peuvent travailler, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Sur la presqu'île de Plougastel et ses 40 km de côte, le développement économique est quasiment impossible. J'ai 162 villages et hameaux, donc c'est ce qui est connu. Aujourd'hui, il me reste 5 villages donc, dans lesquels on peut travailler et on a gelé
157 villages sont gelés, hameaux sont gelés. Or, si on veut faire de l'aménagement du territoire, mettre du logement social un peu partout, etc., et faire la mixité, aujourd'hui on ne peut plus, puisque 80% du territoire est gelé. Un assouplissement de la loi littorale qui aurait permis à la CIL de rester à Plouvien et à la SICA de lancer le projet de plateforme à Saint-Paul-de-Léon. À 2 semaines du départ de la Transat Jacques Vabre au Havre, les skippers finissent de se préparer. Parmi les sportifs bretons engagés sur la course, il y a Juliette Pétresse qui s'élancera en classe 40 jusqu'à Itajaí au Brésil le 25 octobre prochain. Céline Lestrade de TB Sud l'a rencontrée. Les pontons de la base des sous-marins sont agités en ce vendredi matin. Tous préparent leur départ pour le Havre dans quelques jours. Parmi les classes 40, celui d'un équipage atypique, Roura Pétresse. L'un est le benjamin de la compétition et a vécu la moitié de sa vie sur un bateau. L'autre est vétérinaire et a débuté la voile il y a 6 ans. Notre point fort, c'est qu'on adore ce qu'on fait. C'est qu'on est, je pense qu'on est une bonne équipe. On est heureux de faire ça, quoi. On va tout donner. Le point fort, c'est que peu importe ce que les gens pensent derrière, nous on sait ce qu'on veut et on va aller jusqu'au bout, quoi. On lâchera jamais, quoi. Début août, Juliette Pétresse apprend qu'Alan Roura sera son coéquipier. Très vite, les choses s'enchaînent. Recherche de sponsors, entraînement. Le défi est grand. Faire 5500 miles en moins d'1 mois et en double. Je suis jamais partie aussi longtemps en mer. Je me demande si je vais emmener qu'est-ce qu'il faut vraiment emmener en nourriture, en vêtements, en plein d'autres choses. Et une fois en mer, ça va être le vrai soulagement aussi parce qu'on va déconnecter enfin de tout ça et on va être en course et on va se dire qu'il faut aller le plus vite et on va s'occuper du bateau, quoi. Les derniers jours à Lorient sont stressants. Il faut charger le bateau, terminer l'habillage avec les sponsors et déjà les premiers bobos. Leur point fort, la complémentarité. Alan aimerait terminer entre la 8e et la 10e place. Juliette, même si compétitrice, veut surtout arriver à Itajaí. Déjà, se présenter au départ d'une course, c'est un peu une victoire parce que ça veut dire qu'on a trouvé les partenaires, ça veut dire qu'on a réussi à préparer un bateau, ça veut dire tout ça. Et quand on l'a fini, c'était le plus beau jour de ma vie de franchir la ligne d'arrivée de la route du Rhum. On va essayer de se battre, mais notre bateau n'est pas de la première génération. Donc c'est d'arriver effectivement après le mieux placé possible, mais c'est d'arriver. Lundi, les skippers du Club 103 quitteront Lorient pour le Havre. S'en suivront 15 jours de préparation. Ils recevront la famille, les amis, les briefings sécurité avant le grand départ, le 25 octobre. Connus pour leurs mâchoires acérées, une trentaine de piranhas à ventre rouge ont élu domicile à Océanopolis. Âgés de quelques mois, ils ont été présentés au public ce vendredi. L'occasion de reconsidérer le mythe et de voir qui, de l'humain ou du poisson, a le plus peur. Reportage d'Anaïs Plateau. Il y a un truc qui m'a mordu. Sam, raconte, qu'est-ce que tu vois? Le piranha a la légende tenace. S'il est vrai qu'une goutte de sang suffit à l'attirer, les 30 individus dans l'aquarium d'Océanopolis semblent moins téméraires que leurs collègues en 3 dimensions aperçus au cinéma. Depuis cette semaine, les visiteurs peuvent les observer dans une reconstitution de leur milieu naturel, le bassin amazonien. Et surprise, ils cohabitent avec d'autres espèces sans les croquer. On essaie de reconstituer des assemblages de populations qui correspondent à un écosystème. Montrer une seule espèce toute seule, ça a souvent peu d'intérêt. En organisant les choses, en prenant le temps, on peut faire cohabiter les piranhas avec des poissons qu'ils retrouvent dans le milieu naturel et que ça se passe bien. Ces poissons appartiennent à l'espèce des piranhas à ventre rouge. En plus de leur poitrail rouge sang, leur corps présente des reflets argentés. Et leur mâchoire est garnie de dents tranchantes comme des rasoirs. Dans le bassin où ils étaient élevés jusqu'à la semaine dernière, le même morceau de maquereau, donc un maquereau entier en fait, sans la tête, durait à peine 30 secondes. Une vitesse qui a nourri le mythe. Pourtant, la dernière attaque mortelle daterait de 1870. Comme pour les dents de la mer, le cinéma s'est emparé des mâchoires de ces poissons d'eau douce. En réalité, le banc est plutôt peureux. Le piranha est un prédateur extrêmement prudent, il vit en banc. Si on va dans le bassin en plongée, je peux vous garantir qu'ils vont se terrer dans un coin du bassin en attendant qu'une chose, c'est que le plongeur sorte de l'eau et surtout pas aller voir s'il est comestible ou pas, quoi. Dominique Barthélémy en met sa main à mordre. Et pour les mordus de mystique, on vous présente tout de suite la web-série « Ceux qui n'existent pas », réalisée par notre invité du jour.
Xavier Ameller, vous êtes réalisateur, vous avez signé plusieurs courts-métrages, documentaires, vidéos d'art. L'an dernier, vous avez réalisé une web-série qui s'appelle « Ce qui n'existe pas », tournée dans le Berry, entre autres. Ça a plutôt bien marché puisqu'elle a été sélectionnée dans plusieurs festivals. Vous vous lancez donc dans une deuxième saison. Cette fois, c'est tourné en Bretagne et dans les Monts d'Arrée, plus exactement. Vous nous faites le pitch ? L'histoire, c'est deux jeunes femmes qui décident de mener une enquête sur les expériences mystiques des gens qu'elles rencontrent. Elles ont juste un iPhone, donc elles vont voir les gens, elles posent cette question: quelle a été votre plus grande expérience mystique? Elles récoltent des témoignages, tout en se laissant guider par leur intuition, par le hasard, par les rencontres. C'est un road movie mystique, avec une base de mysticisme et quand même un ton un peu fun, assez jeune. Voilà. Pourquoi dans les Monts d'Arrée, cette deuxième saison? Moi, je suis originaire par ma mère du Finistère et Châteauneuf-du-Fou, Plonévé-du-Fou, ces coins-là. Et assez jeune, j'ai connu cet endroit, les Monts d'Arrêt, le Youdig, le Mont-Saint-Michel de Brasparts. Et c'est très très fort, c'est très chargé en énergie, en mystère, en légende évidemment, en légende bretonne. C'est un terreau de légende. Donc ça vous semble évident de venir ici. Alors, pour mieux s'imprégner de cette ambiance mystique, on va tout de suite regarder la bande-annonce de la série. Bonjour madame, nous réalisons une enquête sur le mysticisme. Vous faites des sortes de prières pour guérir les gens? Mais cause donc pas de ce que tu sais pas. C'est un peu de la magie ça, non? Je me suis retrouvé à aller danser dans la terre, tout seul, au loin, et je me suis retrouvé à sortir de mon corps. Ici, c'est la vallée noire. Et ça n'existe pas. C'est chaud. Tu m'ambiances ou tu m'envoûtes là? Tu vas où? À l'ouest, vers Rennes ou plus loin. Ou plus loin? Dans les Monts d'Arrée en Bretagne. Ok, on t'emmène. Alors même s'il y a un petit côté Blair Witch, ça ne ressemble à rien qu'on connaît. On a l'impression vraiment d'une originalité très forte. Ça vient d'où ce scénario si original? En fait, le web, c'est un espace de liberté, donc il faut en profiter. Et quand on écrit pour le court-métrage, pour la télé, pour le cinéma, il y a quand même des choses à respecter, des codes. Dans le web, on peut y aller, c'est une troisième voie possible, donc il faut se faire plaisir. Et donc, comment faire un film avec peu de moyens, sur un sujet qui est un petit peu obscur, le mysticisme, c'est difficile à définir. Ça s'écrit comme on conduit une voiture, on rencontre des gens, c'est écrit un petit peu au hasard, avec des sujets quand même un petit peu reconnaissables par le grand public, comme les sorciers du Berry, comme les druides en Bretagne. Et puis sur des choses très connues, des légendes populaires. Mais quelle est la part de vrai? Parce qu'on voit bien que c'est une fiction, ça raconte quand même une histoire, mais en même temps, quelle est la part de vrai dans tout ça? Alors en fait, donc les héroïnes questionnent les gens et les réponses, les témoignages mystiques sont de vrais témoignages. C'est la part documentaire qui est intégrée à la fiction. Tout le reste, donc c'est de la fiction, hein. C'est vraiment une histoire. Est-ce que les témoignages sont donc réels? Les personnes qui racontent les témoignages sont les vraies personnes qui ont vécu les choses, ou ce sont des acteurs qui racontent des histoires? Non, ce sont des vraies personnes qui racontent leur histoire. On a eu un cas particulier, un acteur qui faisait un patron de bar,
mais que je savais qu'il avait des choses à raconter. Donc ensuite, il racontait son expérience. On a fait une prise. Il y a plusieurs dimensions à l'intérieur de la série. Vous avez rencontré d'ailleurs de vrais druides dans les monts d'arrêt? Alors pas encore, mais les chercher, on ira, puisqu'on ne peut pas révéler toute l'intrigue, mais on va être assez proche de cet univers-là en fait. Ouais. Alors vous parlez d'un format interactif avec cette série. De quelle manière les spectateurs peuvent contribuer justement à l'histoire? Eh bien, sur le site internet ou via Facebook, enfin via le web, ils peuvent nous envoyer leurs propres témoignages d'expérience et on les intégrera ou non à la fiction, mais en tout cas, si on ne les intègre pas, elles seront de toute façon sur une base de données documentaire qui est en lien, en écho à la fiction. Le choix d'une web-série, alors vous en parliez tout à l'heure, c'est une véritable liberté de ton d'aller sur le web. Est-ce que c'est aussi pour des raisons budgétaires? Est-ce que ça permet de faire des choses justement avec des moins gros budgets? Oui, bien sûr. C'est-à-dire qu'on a un diffuseur qui est là. C'est YouTube, c'est des plateformes internationales de diffusion. Donc il faut en profiter. Avant, quand on faisait un court-métrage, il fallait galérer pour être dans un festival, essayer de le vendre à une télé. C'était assez peu vu. Aujourd'hui, on a un moyen de diffusion extraordinaire. Donc Et c'est qui le public? Vous arrivez à déterminer qui est le public de cette web-série? Oui. Ça va entre 16 et 70 ans, d'après les retours que j'ai eus. C'est très large. Et ça peut être visionné partout dans le monde. C'est ça aussi l'intérêt d'une diffusion sur le web? C'est sous-titré. Donc c'est pour ça qu'on fait des festivals internationaux en ce moment. Et on peut le regarder à tout moment. Voilà. En première saison, on a 1 heure de programme, un peu plus d'1 heure de programme en continu. C'est quoi ce qui n'existe pas? C'est là le mystère. Pour certaines personnes, les sorciers, ça existe. Pour d'autres personnes, ça n'existe pas. On ne va pas répondre à cette question, bien sûr. Mais c'est aller à la rencontre de la magie, au sens très large du terme. Alors vous demandez aux internautes, les internautes sont invités à raconter leur plus grande expérience mystique. C'est vraiment la collaboration sur cette web-série. Vous, Xavier Ameller, quelle a été votre plus grande expérience mystique? J'en ai eu plusieurs, mais je dois dire qu'assez jeune, quand j'avais 12 ans, mon grand-oncle m'a emmené au Mont-Saint-Michel de Brasparts avec mon frère et ma sœur. On s'est levé très tôt à 5 h du mat pour voir le lever du jour. On lui faisait confiance et on n'a pas eu tort de l'accompagner. Et je m'en souviens, ça m'a marqué à vie. Et le miracle, c'est que tous les jours, c'est comme ça, quoi. C'est un spectacle hallucinant. Donc le mystique, ça peut être ça, quelque chose qu'on a l'impression d'exceptionnel, même si ça peut être quelque chose du quotidien qui se répète tous les jours. Oui, tout à fait. De toute façon, une expérience mystique, ça peut être face à une œuvre d'art, face à un paysage grandiose. Les gens vont dire c'est plutôt voir un fantôme, mais ça peut être des choses très simples aussi. Vous commencez le tournage dans les Monts d'Arrêt ce samedi. Vous commencez par quoi, sans tout nous dévoiler? Vous allez tourner où exactement? Alors effectivement, le Mont-Saint-Michel de Brasparts, c'est quand même un lieu assez intéressant. Il y a le Youdic, les marais de l'enfer qui sont juste en bas. Il y a le chaos de Mardoul pas loin. Enfin, il y a de quoi faire. Les épisodes durent combien de temps? 5 minutes environ. Chacun. Et combien d'épisodes seront tournés dans les Monts d'Arrêt? 9 épisodes. 9 épisodes. Vous tournez tout ce week-end? Non, on reviendra encore. Vous reviendrez. Donc 2 comédiennes et combien de comédiens? Il y a des comédiens bretons aussi qui interviennent là dans les Monts d'Arrêt? Alors pas spécifiquement bretons, c'est des comédiens qui sont français. On a une comédienne qui est strasbourgeoise, une autre qui est belge. On a un comédien qui nous rejoint en 2e saison, Florian, lui qui est plutôt de région parisienne. Et c'est un mix en fait. Mais de toute façon, on va essayer d'éviter les clichés ou les choses qu'on attend. Par contre, on va traiter de druidisme, mais pas forcément de manière littérale. Voilà. On a hâte de voir tout ça. En tous les cas, cette web-série, vous la retrouvez sur le site cqnp.fr. C'est ça, voilà, pour voir les épisodes qui ont déjà été faits, puis ceux qui viendront. Merci beaucoup, Xavier Ameller. Tout de suite, on retrouve la brève de trottoir de Stéphane Leroy. Ouais, ça gaz avec toi ou quoi? Je sais pas si t'as vu l'actualité cette semaine. Des trucs terribles, des morts, des attentats, des trucs terribles. Mais bon, ça, on s'en fout un peu parce que l'actualité, la vraie de la semaine, c'est quand même Miss Bretagne, quoi. La gonzesse destituée, aussitôt posée, aussitôt lourdée. Dégage toute. Tout ça parce que manifestement, elle aurait posé à Walpé sur Facebook ou un truc comme ça, quoi. Donc moi, comme je suis un curieux de nature, parce que c'est plus pour la valeur de l'information, que je suis allé voir un peu le merdier, quoi. Et il n'y a pas de quoi secouer Marc Dorcel quand même, hein. Elle est tranquillou bilou, tu vois légèrement que dalle. Légèrement que dalle, quoi. Tu vois, en gros, tu vois même que dalle, quoi. C'était un peu décevant et je me suis dit, dis donc, celle-là, c'est des coincés du fion quand même à Paname, quoi. Les gonzesses, si elles te font un fromage pour ça, il y a vraiment pas... elle note, à ce rythme-là,
La Vénus de Milo, bah, elle peut pas non plus. La liberté guidant le peuple, mon cul sur la commode. Et je te parle même pas du DRH d'Air France, pardon. West France, je sais pas ce qu'il fait, mais d'Air France. Le gars, il était avec sa chemise, tout ça. Là, on voyait ses loches à lui. Hein. Ça, il n'y a pas de problème. Donc, je me disais que j'allais faire un comité pour restituer Eugénie Journet. Parce que c'est son blaze à la gonzesse. Et puis finalement, tout compte fait, je me suis dit que non. Figure-toi que je suis en train de compiler un tas de trucs là avec les Miss qui ont gagné en Aquitaine, en Ile-de-France, un peu partout. Et j'ai des tas de photos à poil de ces gonzesses-là. À leur baptême, sur la plage quand elles ont 2 ans. C'est le photographe quand elles sont comme ça, posées comme ça, avec la houppette. Comme ça, le jour de l'élection, moi je balance le tout. Et en descendant crescendo, qui on trouve? Une Bressoise, qui était là-bas, qui a fini un peu dans les choux, mais elle est là. Et elle, j'ai viré tous les fichiers. Comme ça, l'année prochaine, rebelote. Jean-Pierre Foucault, Alain Delon, Vanessa Paradis et le pape à Pafel pour une nouvelle élection. Et ça, c'était bien parce que je t'explique, cette année-là, le Stade Brestois est monté en Ligue 1. Et là, je me dis que dorénavant, tout est possible. À part ça, on n'est pas à l'Élysée. Enfin, surtout pas eux. Voilà, tout de suite, il est temps de retrouver Aline dans l'instant môme. Alors Aline, ce week-end, on commence à préparer les vacances. Et oui, puisque les vacances arrivent dans une semaine. Si comme moi, vous êtes une maman hyper organisée, vous allez vous y prendre la veille, vous rendre compte que tout est complet et voilà, les coller devant la télé pendant 2 semaines. Même si la télé, c'est bien sur TBO. Vous le faites d'anticiper. Mais c'est important d'anticiper. Et entre autres, je vous ai dégoté un petit stage artistique à l'atelier CEAPC, ça veut dire Centre d'éveil aux arts plastiques de Cornouailles, puisque c'est à l'île Tudy. Alors d'abord, c'est un endroit magique, comme beaucoup d'endroits chez nous d'ailleurs. Et donc c'est un atelier dans lequel toute l'année ils reçoivent les enfants, les scolaires, pour des stages, etc. Et pendant les vacances, c'est ouvert au grand public. Donc il y a des stages pour les enfants de 3 à 12 ans, en plusieurs tranches d'âge évidemment. Donc dès 3-5 ans, on leur propose des petits ateliers de 3 fois 1 heure, hyper adaptés à leur âge. Et surtout, enfin, c'est une grande qualité. On a visité le lieu et les enfants font des choses formidables. Et on se rend compte que l'équipe leur fait confiance en fait. Il y a de la gravure sur bois. Là, pendant les vacances, il va y avoir de la gravure, des peintures grand format, de la sculpture, une fresque à la bombe avec le graffeur quimpérois Oz. Et même un peu de vidéo. Et grande nouveauté cette année pour les vacances, il y a des ateliers en breton pour toute la famille. D'accord. Donc tout ça, les pieds dans l'eau, vraiment, pas de quoi ça vaut le coup d'y aller. D'accord. Alors, on appelle, on s'inscrit, puis on peut aller se recoucher, du coup. Alors, ça peut être une idée, mais ce week-end, Pauline, je ne vous conseille pas de vous recoucher, surtout à Brest, puisque c'est l'ouverture, le lancement de la saison jeune public. Donc la saison jeune public à Brest, on a tous entendu parler quand on est parents. Jusqu'à présent, en fait, c'était un peu galère de chercher l'info pour nos enfants au milieu de 3 kilos de flyers, le temps de les éplucher. Les spectacles étaient finis. Maintenant, grâce à ce nouveau logo Saison Jeune Public, qui est présent sur tous les programmes de tous les partenaires, on repère en un clin d'œil toute l'actu, tous les spectacles, les festivals, etc., destinés au jeune public, aux 0-12 ans. Et donc, cette actu, elle commence dès samedi avec plusieurs spectacles pour tous les âges, à la Maison du Théâtre, entre autres. Il y a par exemple Interact Son pour les tout petits, pour les initier au son, comme son nom l'indique. Sokokun aussi, on l'a vu, c'est une installation toute douce pour les petits. On a envie de se rouler dedans. De se rouler dedans, exactement. Je peux peut-être refaire un bébé pour y aller. Donc ça aussi, très très sympa. Et Découpage, pour les un petit peu plus grands, qui est un théâtre d'ombre et d'objets, très très poétique. Et surtout, le gros plus de cette programmation-là, ce week-end à la Maison du Théâtre, c'est que d'abord, on va offrir un goûter. Donc je connais des enfants à qui ça va plaire. C'est samedi et dimanche à 15h30. Et surtout une garderie, un espace ludique qui va être mis en place pour les enfants dont l'âge n'est pas adapté au spectacle parce que ça pose souvent problème quand on a un tout petit, etc. Voilà. On termine avec un bon plan pour mercredi prochain. Oui, la semaine prochaine commence le festival Clair de Lune. Clair de Lune, c'est à Landerneau. Moi, je valide à fond parce que c'est un festival de littérature jeunesse et qu'on sait bien que les enfants, plus tôt ils commencent à lire, mieux ils sont armés pour la vie tout entière. Et c'est un festival vraiment chouette, vraiment sympa, donc à Landerneau, qui est fait entre autres par la médiathèque Père Jacques Azélias. Et donc ça dure une bonne semaine, c'est la 5e édition déjà. Et mercredi, ça commence par un goûter, lecture. Les enfants peuvent venir déguisés. C'est à l'espace culturel Leclerc qui est partenaire aussi. Et ça continue toute la semaine avec des rencontres, des dédicaces, des animations et une chanson. Bon. Voilà, créée par les enfants et un clip. Bon, bah encore une fois, on ne va pas s'ennuyer. Merci beaucoup, Aline. Tout de suite, on passe au Focus Programme.
Et ce samedi à 13h sur TBO, c'est le Café de la Marine. Jimmy Pain y reçoit Marc Guimot et Bertrand de Broc, engagés sur la Transat Jacques Vabre. On regarde un petit extrait. C'est quoi? C'est deux cousins, deux frères, deux garçons qui ont passé leur vie ensemble, je crois. Oui, Jimmy sont deux cousins germains et sont surtout deux figures de la course au large. Bertrand, tu resteras toujours le marin qui s'est recousu la langue en mer dans le Vendée Globe 1992. Marc, marin au grand cœur, a lui porté assistance à Yann Eliès, grièvement blessé dans le Vendée 2008. C'est dire que ces deux marins, ils ont connu des galères en 35 ans de carrière. Ils ont aussi connu des moments de grâce, de bonheur. C'est ce qui explique que leur passion soit intacte et puis surtout leur envie de repartir en course. Alors, ils ont disputé leur première transat ensemble en 1981 et la transat Jacques Vabre, qui part dans quelques jours, va sceller leur retrouvaille 34 ans après cette première. C'est un vieux couple qui se reforme. Voilà, merci beaucoup Aline, merci Xavier d'être venu sur le plateau de l'Instant T. Nous, on se retrouve lundi, même heure, pour une nouvelle émission. D'ici là, passez un excellent week-end sur TBO. Ciao.